Bonjour et bienvenue sur la deuxième émission de Focal. Nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Jacques Ranoux, conseiller départemental du canton de Saint-Astier, avec qui nous allons échanger sur le budget participatif. Bonjour. Bonjour. Nous verrons également au sommaire aujourd'hui une capsule de Mathieu sur la transversale Bordeaux-Lyon avec Railcoop. Monsieur Ranoux, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours ? Oui, avec plaisir. Alors, comme je le disais tout à l'heure, pour plaisanter, on commence quand même pas trop tôt parce que... Non, je vais parler des phases essentielles un peu de mon parcours. Moi, je suis issu de l'animation volontaire, je suis donc l'éducation populaire. J'ai encadré pas mal de formations dans le cadre un petit peu des centres de vacances, des centres de loisirs. Et je suis aussi dans le cadre un peu de l'éducation citoyenne et aussi des sciences de l'éducation. Donc ça, c'est un domaine qui me passionne. J'ai été aussi sportif, j'ai joué au rugby très longtemps. Et en même temps, je suis un amoureux du Périgord. Ma carrière m'a amené d'abord sur Paris, puis après, très vite, j'ai eu envie de revenir en Dordogne. Et là, j'ai eu la chance, pour une grande ville de la région parisienne, de pouvoir diriger un village de vacances, c'est-à-dire un village de vacances qui était très ancien depuis les années d'après-guerre, un village de vacances qui avait 60 ans à peu près, et il fallait le réhabiliter, le rénover, et lui donner une vocation pleine et entière sur toute l'année par rapport à tous les publics possibles. Et j'ai eu le bonheur de participer à tout ce projet de rénovation, de le piloter, et à la fois de mettre en place ce village de vacances avec des publics très différents. Et le public qui m'a le plus marqué, le plus touché, c'est des gamins de banlieue, de la région parisienne, des jeunes, avec qui j'ai fait un travail pendant plus de 30 ans pour les accompagner, un peu un travail d'émancipation, un travail de reconnaissance, un travail beaucoup de travail pour mettre en valeur ces gamins porteurs de plein de choses et puis révéler des qualités intrinsèques phénoménales. Donc moi, ça m'a amené à avoir une vie passionnante à ce niveau-là. Et puis après, tout à fait par hasard, je suis rentré dans la fonction municipale. Voilà, j'ai été élu maire à Montrem, ma commune d'attache, en 1995. Et puis maire avec des projets autour d'une petite commune. Là, j'ai découvert toute la richesse aussi du tissu associatif, hein, parce que voilà, une commune, c'est aussi faire vivre un tissu associatif, avoir des projets, avoir une prospective à court, moyen et long terme. Et puis après, je suis devenu un peu par le hasard aussi président de communauté de communes. J'étais d'abord président de la communauté de communes de Saint-Astier, autour de Saint-Astier, et après celle d'une plus large de la vallée du Salambre, du Vern et de l'Isle, avec 17 communes. Donc ça a été un projet passionnant de construction, de co-construction avec des collègues élus, d'une communauté de communes de 20 000 habitants qu'il a fallu construire de toutes pièces avec des agents qui venaient de toutes les communes. Ça a été une phase passionnante, alors en même temps de découverte, d'apprentissage et de gestion de projets, de prospective, avec une ambition territoriale, faire émerger des besoins, des attentes. Et donc ça m'a amené jusqu'en 2020, là où j'ai décidé de renoncer à mon mandat de maire, parce que le temps passe, et puis à un moment donné, il faut aussi changer, et de renoncer à mon mandat de président. Donc on a souhaité que je reste conseiller municipal sur ma commune pour donner un petit coup de main, et en même temps que je reste aussi vice-président de la communauté de communes pour aussi donner un petit coup de main à mon successeur, parce que bon, je connaissais bien les dossiers que j'avais portés en partie. Donc voilà, je reste très actif, et puis on m'a sollicité aussi pour être candidat au cantonal sur le canton de Saint-Astier, avec ma collègue Véronique Chabrérou, qui est maire de Mainsignac, et on a été élus conseillers départementaux. C'est une nouvelle aventure qui a commencé. Et là, pour parler un peu de mon histoire, je suis aussi l'aîné d'une famille avec 4 frères et sœurs, mais surtout de parents résistants. Donc mon père s'est engagé très tôt dans la résistance, et ma mère également. Mon père a fini chef départemental, co-chef départemental de la Dordogne au niveau de la résistance, en 1944. Et ma mère était agent de liaison dans la résistance. Mon père était de Terrasson, ma mère de
de Thiviers, de l'autre côté. Et ma mère, elle, était agent de liaison. Elle participait à la constitution des maquis, à l'approvisionnement des maquis, et aussi à toute la communication pour les maquis. Donc, elle avait 17 ans quand elle est partie dans la Résistance. Avec son petit vélo, elle a parcouru des kilomètres et des kilomètres. Et au risque de sa vie, elle s'est fait arrêter plusieurs fois. Elle s'en est toujours sortie. Et mon père avait sa tête mise à prix. Voilà. Et il est devenu une figure aussi de la Résistance en Dordogne. Hercule, c'était son nom de résistance. Et ma mère, c'était Claude. Ils se sont rencontrés à la libération de Périgueux. Voilà, pour notre plus grand bonheur à nous, les enfants. Mais en même temps, ils m'ont transmis un peu la fratrie aussi, ce virus-là sur l'engagement, quoi. Alors, donc, Germinal Perrault, le président, quand j'ai été nommé, il m'a confié la citoyenneté par rapport aussi à mon parcours, la question de citoyenneté, hein, aujourd'hui de plus en plus importante au regard de ce que l'on peut vivre, et en même temps la mémoire. Et en même temps la mémoire. Donc, je me suis attribué ces deux délégations qui me passionnent. Donc, pour ce qui concerne la mémoire, pour ce qui concerne la citoyenneté, on va y venir, parce que si le budget participatif en fait partie, mais pour ce qui concerne la mémoire, c'était aussi dans l'idée que l'on approchait du 80e anniversaire de la libération de la Dordogne, 2024, et après, 2025, la libération du territoire national, mais aussi c'était à partir de cette idée de résistance, qui était celle des jeunes, on en parlait tout à l'heure, celle des jeunes qui avaient 18 ans, 20 ans, 25 ans au maximum, et qui sont partis dans les bois et qui sont partis dans la clandestinité en 43, début 43, parce que la Dordogne a été envahie par les Allemands à partir de fin 42, quoi, avec le franchissement par l'armée d'Hitler de la ligne de démarcation. Là, jusque-là, on était sous le régime de Vichy, depuis la mise en la défaite, hein, la défaite. Et donc, voilà, donc depuis cette période-là, la résistance, voilà, des gens se sont engagés. Alors, moi, ce qui m'a passionné aussi dans la résistance, c'est qu'il y a eu ceux qui sont allés dans les combats, comme mon père, comme d'autres, Maquisard, et voilà, et ceux qui, comme ma mère, étaient aussi des acteurs, mais plus dans l'ombre, mais aussi tous ceux qui accompagnaient la résistance, tous ceux qui l'ont soutenu, qui l'ont alimenté, approvisionné, qui ont caché, qui ont aidé. Et sans cela, la résistance, ils sont innombrables en Dordogne, hein. La résistance n'aurait pas pu vivre et n'aurait pas pu être, dans les départements de France, une des plus importantes. La Dordogne, c'est le département qui a eu le plus de victimes après le Vercors. Plus de 2000 personnes ont été exécutées. Mais de façon souvent terrible, quoi. Alors avec des massacres, avec des exactions, avec etc., etc. Donc l'idée, c'est comment on peut parler de la résistance, mais pas simplement pour commémorer, pour rappeler la mémoire de cela, mais pour dire aux jeunes aujourd'hui, eh bien, cette mémoire, elle est vivante, on doit la porter, et vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous en retenez, mais en même temps, qu'est-ce que vous pensez de cette idée de la résistance? Qu'est-ce que c'est que résister aujourd'hui quand on a 15 ans, 16 ans, 17 ans? Et comment, à partir de là, à partir des choses voilà, que l'on ne peut pas accepter, hein, je parle sur les questions des guerres aujourd'hui, bien voilà, de tout ce qui se passe aussi de notre société, hein, des dérives un petit peu qui se dessinent, et puis comment on peut agir, comment on peut être acteur. Alors ça peut être dans le milieu associatif, hein, mais défendre des idées, puis faire en sorte que les choses changent. En fait, la résistance, c'est une éternelle continuité, quoi, voilà. Donc, c'est à partir de là qu'on m'a confié cette mission sur la citoyenneté et la résistance. Ça veut dire aussi que par rapport au collège, le département qui a la compétence des collèges, notamment, hein, va travailler avec la direction de l'éducation nationale départementale sur un travail, des ateliers interactifs à partir des ressources des archives départementales sur la période de la résistance, avec les collégiens, à partir de professeurs aussi motivés, pour faire un travail sur cette mémoire, sur cette notion de résistance et cette notion de citoyenneté. Donc ça, c'est un gros projet qui va occuper le mandat et au-delà. Et puis la question de la citoyenneté, c'est une problématique récurrente aussi, qui touche aussi à l'intérêt de la démocratie participative, quoi, hein. Donc effectivement, aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens ont le sentiment d'être un peu oubliés, que les décisions se prennent en dehors, voilà, et tout ça, et que ça se décide ailleurs.
l'idée du président Germinal Perrault et du département, c'est d'aller au plus près des habitants et en même temps de faire en sorte que des gens qui ont dans la tête un projet d'intérêt général, alors dans plein de domaines, ça peut être culturel, ça peut être environnemental, ça peut être sportif, etc. Et là, avec d'autres personnes, effectivement, monter un projet, le développer autour et le porter dans le cadre du budget participatif. Ça veut dire même avec une élection, hein, une élection qui se passe, voilà, des urnes, une caravane avec un budget, avec une caravane avec aussi des occasions qui passent dans tous les villages, hein, dans tous les cantons, et où l'on peut débattre, défendre son projet. Et je crois que le projet ici a été largement bien défendu, puisque vous avez aussi bénéficié du budget participatif. On en a eu l'occasion d'en discuter avec Julien tout à l'heure. Donc voilà, c'est ce choix de donner à nos habitants l'expression, la possibilité, pardon, de porter des idées, de les mettre en œuvre au travers d'une aide, un soutien à l'investissement et de les faire vivre autour. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement répondre à un besoin comme ça qui peut être matériel en termes d'investissement, c'est par ce projet local avec de l'investissement, faire vivre une dynamique locale dans l'intérêt général et avec une pérennité dans le temps. Voilà. Donc qui crée du lien social, qui crée du civisme, qui crée de la citoyenneté, découvrir le département qui est vraiment une interface de proximité à l'échelle de la Dordogne, c'est quand même important. Donc le budget participatif permet aussi aux citoyens qui s'engagent de découvrir les différentes strates du département et de s'engager au cœur du département. Voilà. Comment est venue cette idée du budget participatif? C'est le président Germinal Perrault qui a fait cette proposition avec d'autres élus au niveau du département et qui l'a portée dans le sens de ce que je viens d'évoquer. Donc on est cette année, en 2023, on est sur la 4e édition du budget participatif. Quel bilan vous en tirez et quel est le moteur aujourd'hui du budget participatif? Alors, le bilan que l'on en tire, c'est d'abord un bilan positif, hein, parce que je regardais cette année, 90 projets ont été retenus. Il y a eu 19 000 votants quand même sur la Dordogne, hein, 19 000 votants. Et il y a eu, je crois, 174 projets qui ont été présentés au vote. Donc, au total, c'est énorme. Ça fait dans tous les cantons, il y a 3 projets qui ont émergé de la Dordogne. Hein. Voilà, c'est énorme. Donc le bilan est bon. Simplement, on a constaté un petit tassement des participations cette année. Ça vient du fait aussi que quand on a été lauréat, comme vous ici, on ne peut pas se représenter avant la 3e année. Hein. Donc ça fait déjà 180 et quelques projets qui ne peuvent plus, porteurs de projets qui ne peuvent pas repartir. En même temps, il y a eu la Covid, hein, avec effectivement, ça a fait ça a posé beaucoup de problèmes dans la vie associative, ça a un petit peu enfermé les choses. Maintenant, ça repart. Peut-être faire en sorte que les propositions puissent commencer à émerger en fin d'année, quoi, pour gagner un peu de temps sur l'année d'après, quoi. Voilà, c'est ça. Mais tout ça, ça sera décidé par la commission citoyenne, hein, qui est composée d'une vingtaine de personnes et qui participent à toutes ces étapes, hein, qui sélectionnent aussi les projets, dans la mesure aussi où tous les projets qui sortent, il faut aussi que ces projets soient d'ordre, d'abord des projets d'investissement, qui soient portés par un groupe dynamique avec une volonté de faire partager des projets d'intérêt général et qui touchent aussi l'intérêt de la vie locale, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez eu des coups de cœur cette année sur certains projets? Alors, la commune de Georges, je la cite, qui est à la limite du canton de Saint-Astier et du canton de Ville-en-Blard. C'est une commune très dynamique. Elle a un maire qui est un ancien compagnon du devoir, donc un maître charpentier. Il m'a invité sur la mise en place. Et là, j'ai eu la surprise de voir tous les habitants, les vieux, les jeunes, les anciens élus, les anciens maires, participer à ce grand jeu de construction. Tout avait été construit en atelier avec comme chef d'orchestre notre compagnon du devoir, notre ami Philippe. Et j'ai vu par magie là, toute cette population construire cette superbe halle. Aujourd'hui, si vous passez à Georges, vous la verrez, elle est magnifique. Ils ont rajouté un four à pain, mais c'est formidable ce que tu as fait.
Moi, je pensais à lui en tant que maire. Il dit non, c'est formidable ce que nous avons fait. C'est-à-dire que lui, naturellement, de par son métier de compagnon du devoir, etc., il avait tout compris quoi, sur la participation, la contribution, le côté esthétique aussi, la finalité, et puis en même temps, ce que ça allait apporter au niveau du vivre ensemble. C'est pas ce projet-là qu'il a présenté. Après, il a hérité dans sa commune de terrain en plein bois, en pleine forêt. Et là, il a décidé d'en faire un espace de la biodiversité. Avec tous les habitants, ils ont participé à ça, avec un chemin de découverte, la remise en place d'une mare où on retrouve tout l'écosystème de la mare, avec toute la faune, la flore qui va autour. Et donc, il a présenté ce projet qu'il a porté avec toute la population. Il a fait beaucoup de voix. Il a fait un malheur sur le canton de Saint-Astier. Mais voilà, voilà un monsieur qui a complètement compris et qui a mis ça je veux dire, c'est presque une dimension un peu symphonique, quoi, une symphonie pastorale. Il a tout conjugué avec sa population. Et là, je veux dire, on est au cœur de la philosophie du budget participatif. Partout, il y a des gens qui entreprennent, que partout, il y a des gens qui portent des idées, mais vraiment dans l'ombre, dans la modestie, tout comme ça. Et quand on réunit tous ces gens-là, on se représente qu'il y a une vraie force, quoi. Il y a une vraie force sociale, il y a une vraie dynamique sociale. Et moi, ce sont des forces aussi de l'espérance, de croire aussi en l'avenir, en la capacité des gens à transformer la réalité. Voilà. Merci pour ce partage, c'est très beau. Quels sont justement les critères pour participer au budget participatif? Ah ben, je les ai un peu résumés, hein, je les ai résumés, mais d'abord, il faut être candidat, hein. Très bien. Il faut, il faut avoir une belle idée, hein, la faire partager par le plus grand nombre. Après, s'inscrire, ça ne peut être porté que par une association locale ou par une collectivité. Parce que derrière, bien sûr, il y a des subventions, hein, il y a des subventions, c'est des aides à l'investissement, hein, voilà, qui sont attribuées par le département. Donc, il faut qu'il y ait une conformité, c'est de l'argent public. Et puis après, il faut élaborer un petit peu toutes les phases de son projet jusqu'à la réalisation. Mais moi, ce qui je pense qui est important, c'est derrière ce que ça va générer. Parce que ces projets-là, ce qui serait intéressant, mais je crois qu'on essaye de le faire un petit peu, c'est de repasser dans 1 an, 2 ans, 3 ans, voir après qu'est-ce que ça a généré. Qu'est-ce que ça a généré? Voilà, au sein de la population, dans l'espace du village, etc., etc. Donc, et après, donc, quand on a ce projet, quand il a été conçu, ben, il faut s'inscrire au niveau du département, il faut remplir toutes les conditions, et puis après, le porter au vote, quoi. Qu'une fois que ce projet a été validé par la commission citoyenne, et après, il y a toute la campagne jusqu'à la soirée des lauréats, la fameuse soirée des lauréats. Moi, j'en ai vu le 15 novembre, là, j'étais avec le président et puis d'autres collègues élus, et on voyait beaucoup de gens qui disaient, bon, est-ce que je vais avoir... Oui, oui, alors les sourires après, c'était beau, quoi, à voir, quoi, hein. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et puis après, des projets qui débarquent, qui éclatent. Je me souviens avec des gamins dans un collège aussi, un jardin participatif avec derrière de la permaculture, avec les associations d'insertion locale, avec un IME, avec l'EHPAD, voilà, un superbe projet. En fait, c'était une modeste cabane de jardin avec de l'outillage, mais portée par des gamins et leurs profs, quoi. Et moi, j'ai trouvé ça formidable. Et puis, ça continue aujourd'hui, hein. Ça vit bien, quoi. Voilà. Merci pour ce partage. On va passer tout de suite sur le reportage de Mathieu sur la transversale Bordeaux-Lyon. À tout de suite. Ligne Périgueux-Brive, une section longue de 64 km. Elle peut paraître ridicule, avec ses 12 allers-retours quotidiens, assurés par ces petits convois automoteurs surnommés saucisses, peu pleins en dehors des heures de pointe. Si je vous parle de trains de grande ligne, vous répondrez qu'il n'en passe pas ici. Pourtant si, il y en a eu sur cette voie unique, et il y a moins de 20 ans, il y en avait parfois 2 les vendredis. En fait, cette ligne, c'est une transversale. Plus simplement, il s'agit de la ligne Lyon-Bordeaux. Relier ces 2 villes, ce serait un service rendu pour de nombreux Périgourdins désirant randonner dans les Alpes, des Bordelais voulant goûter une fondue auvergnate, et des Lyonnais souhaitant découvrir le marché aux truffes de Périgueux, ou se prélasser sur les plages landaises. Allons droit au but. Pourquoi n'y a-t-il pas de train direct sur cette ligne ?
Pour effectuer le trajet Bordeaux-Lyon, il faudrait 9 heures avec 3 correspondances et 86 km par la route. Pour savoir comment on en est arrivé là, je vous propose de découvrir un récapitulatif qui reprend l'historique de la ligne et qui vous donneront un tout autre aperçu. Quant à moi, je vous retrouve après. En 1853, le duc de Morny, voulant développer le chemin de fer à travers le Massif central, crée la compagnie, le chemin de fer du Grand Central. Malheureusement, les difficultés financières liées aux investissements firent que la compagnie soit en faillite 4 ans après le début du projet. Néanmoins, Morny aura fait construire plusieurs petites lignes régionales comme Coutras-Tulle via Périgueux, Roanne-Lyon ou encore Montluçon à Moulins, les deux premières étant à grande fréquentation encore aujourd'hui. Cependant, le projet fut repris par deux compagnies phares, le PO et la PLM, respectivement Paris-Orléans pour le secteur ouest et Paris-Lyon-Marseille pour le secteur est de la ligne. En 1860, les premiers trains circulèrent de bout en bout en passant par Limoges. En 1938, la nouvelle compagnie nationale SNCF prend en charge le trafic. La ligne se composait en réalité de deux variantes entre Saint-Germain-des-Fossés et Périgueux. Un itinéraire nord avec les gares suivantes: Thiviers, Limoges, Saint-Sulpice-Laurière, Guéret, Montluçon, Gannat, pour une distance de 286 km. Un itinéraire sud avec les gares suivantes: Brive, Tulle, Égletons, Ussel, Aigurande, L'Accueil, Royat et Clermont-Ferrand, pour une distance de 254 km. De Lyon à Saint-Germain, la ligne est longue de 121 km pour 129 km de Périgueux à Bordeaux. Pour la transversale nord, cette ligne à voie unique entre Périgueux et Saint-Germain-des-Fossés est celle étant la mieux desservie, avec des vitesses comprises entre 100 et 160 km par heure. En 1957, la traction diesel se développe sur la ligne et en 1973 arrivent les rames turbines à gaz, surnommées les RTG. Des véhicules aptes à 160 km par heure et pouvant accueillir au maximum 300 personnes avec une voiture-bar. Petit inconvénient, il n'est pas possible de coupler les rames entre elles. Malgré de telles performances, le profil sinueux de la ligne, franchissant les collines avec de nombreux viaducs, ne permet de faire le voyage qu'en 7 heures. En ce qui concerne la transversale sud, cette desserte, la plus courte mais la plus accidentée, fut utilisée pour desservir l'Auvergne, avec son embranchement vers le Mont d'Or, permettant l'accès aux stations de ski. La ligne permettait aussi de se rendre aux cures de la Bourboule et de Vichy. À la gare de L'Accueil, le train surnommé le Ventadour atteint les 940 mètres d'altitude pour une rampe de 35 pour 1000. Cependant, en 2004, un problème survint. Sur la transversale nord, les chocs pétroliers successifs, combinés à l'augmentation du prix du carburant, poussèrent la SNCF à retirer les RTG du service. En 2007, on décida d'utiliser des autorails diesel de 150 à 228 places pour effectuer le parcours couplé entre eux. Ainsi, le temps de trajet entre Bordeaux et Limoges se faisait en 2h15 et Limoges-Lyon en moins de 5 heures. Le Ventadour, sur l'itinéraire sud, a effectué Bordeaux-Lyon jusqu'en 2004, à la suite d'une baisse de la fréquentation de la ligne et de la construction de l'autoroute A89. Depuis, le train effectue quotidiennement le parcours Bordeaux-Clermont-Ferrand en 6 heures, avec une rame corail de 4 voitures tractées par une ou deux locomotives diesel. Pour rejoindre Lyon, il faut prendre un TER au départ de Clermont-Ferrand qui effectue la liaison en 2h30. En décembre 2012, la SNCF réduit le Bordeaux-Lyon à Bordeaux-Limoges sur l'itinéraire nord, la ligne coûtant trop cher. Avec ceci, elle ferma également une section de voie au niveau de Gannat, jugée dangereuse par vieillissement de l'infrastructure, qui réouvrira en 2017. En 2014, sur l'itinéraire sud, la SNCF est obligée de fermer une section de voie entre Aigurande et L'Accueil, longue de 18 km. Il fallait 7 millions d'euros pour le remplacement de 21 000 traverses. Mais avec le peu de rentabilité de la ligne, la région Auvergne ne voulait pas investir dans le projet. Plus aucun train ne relie les deux villes de bout en bout. Nous nous retrouvons ici en gare de Thiviers, où passent 100 000 voyageurs par an, avec 14 allers-retours quotidiens entre Périgueux et Limoges, la deuxième ligne la plus rentable du département. Jusqu'en 2012, la SNCF faisait donc rouler ici un aller-retour Bordeaux-Lyon en 7h30 via Limoges, avec 1 minute d'arrêt dans cette gare. Mais en 2019, un nouvel opérateur compte reprendre le flambeau en faisant rouler un train dans le même temps et en marquant l'arrêt ici à Thiviers.
Railcoop, une coopérative de 37 employés comprenant plus de 14 000 sociétaires. À ce dessin, que les trains circulent entre Lyon et Bordeaux via Limoges. Pour faire rouler un train, il faut avant toute chose 2 grandes formalités. La première est un certificat de sécurité que l'on obtient auprès de l'Agence européenne du ferroviaire. La seconde est une licence d'opérateur ferroviaire délivrée par le ministère en charge des Transports. Pour l'acquérir, il faut posséder un capital d'1,5 million d'euros. À l'heure actuelle, Railcoop possède déjà ces 2 documents. Mais pour exploiter la ligne Lyon-Bordeaux, il est nécessaire de posséder 50 millions d'euros. En cause, l'achat et la rénovation du matériel roulant, la formation du personnel navigant, tels les conducteurs et les contrôleurs, ainsi que les différents services en gare, comme les automates pour les achats de billets. Pour le moment, l'entreprise n'a levé que 8,5 millions d'euros auprès de ses sociétaires. Nicolas Dabézieux est actuellement le directeur général de la coopérative depuis sa création il y a 4 ans. Ce fonctionnaire, conseiller au changement climatique, a rejoint l'aventure avec une trentaine d'autres actifs venus d'horizons différents, notamment du ferroviaire. Il est donc à la tête d'une entreprise aux ambitions prometteuses, et ce, malgré des chemins de fer semés d'embûches. Railcoop est une entreprise ferroviaire, donc on va rouler sur une infrastructure qui est gérée par SNCF Réseau. Donc on va payer à SNCF Réseau des péages pour pouvoir utiliser cette infrastructure. Donc c'est SNCF Réseau qui a en charge la maintenance de l'infrastructure. Donc nous, on va payer des péages au kilomètre. Et puis ces péages vont servir effectivement à financer l'infrastructure. Après, il est vrai qu'aujourd'hui, nous, on opère sur des lignes qui sont considérées comme non prioritaires par SNCF Réseau. Des lignes secondaires, des transversales qui sont considérées non prioritaires. Donc c'est pas là où SNCF Réseau va consacrer la majeure partie de ses investissements. Et tout l'enjeu de Railcoop, c'est justement de démontrer qu'il y a un besoin pour ces territoires et donc de démontrer à SNCF Réseau qu'il faut faire les investissements sur ces infrastructures. Aujourd'hui, les infrastructures sur lesquelles on circule, c'est des infrastructures qui nous permettent de circuler, a priori à un horizon relativement raisonnable de quelques années. Ce pas des infrastructures qu'on va être amené à fermer. En tout cas, c'est ce que nous a indiqué SNCF Réseau. C'est des infrastructures sur lesquelles il n'y aura pas d'investissement majeur dans les années qui viennent. Et donc tout l'enjeu, c'est celui-là, c'est de faire rouler les trains sur ces axes-là, pour démontrer qu'il y a un marché, en fait, et donc pour qu'il y ait des investissements qui soient déclenchés par SNCF Réseau sur cette infrastructure. C'est des rames qui ont une mauvaise réputation. On est parti sur un schéma un peu différent d'une remise en service de ces rames, puisque c'est des rames qui ont une vingtaine d'années qui peuvent encore rouler. Hein. Donc on a fait ce qu'on appelle une évaluation des organopotentiels. Donc on a évalué en fait combien de temps les organes techniques, les composants techniques, pouvaient encore être utilisés. Là, on va faire ce qu'on appelle une visite générale, donc c'est-à-dire une remise en service des rames pour pouvoir opérer dès l'an prochain le service. Et bien entendu, une fois que le service aura commencé à opérer, progressivement, on va faire une rénovation mi-vie de ces rames. Après, il y a plusieurs éléments de fragilité sur ces rames qu'on a identifiés et qu'on sait traiter. Le premier élément, c'est qu'il y a un élément qui n'a pas pu être corrigé, c'est le temps d'ouverture et de fermeture des portes qui est extrêmement long. Et ce temps d'ouverture et de fermeture des portes, il pose problème quand on opère des services TER avec des arrêts fréquents. Ça pose beaucoup moins de problèmes quand on est sur un service grande ligne comme nous avec des arrêts beaucoup moins fréquents. C'est-à-dire qu'on peut se permettre, effectivement, et on a des temps d'arrêt qui sont plus longs. Donc du coup, ce temps d'ouverture et de fermeture des portes, c'est pas un problème. L'autre élément qui était identifié, c'est la question des générateurs auxiliaires, ce qu'on appelle les GROG, qui génèrent l'électricité pour la climatisation, etc., qui sont bruyants, qui sont particulièrement bruyants. Ça, c'est un des sujets. On a commencé à travailler là-dessus pour voir comment insonoriser effectivement ces GROG. Et le dernier point, c'est qu'effectivement, c'est des rames qui nécessitent d'être extrêmement suivies. C'est-à-dire qu'il faut quasiment après chaque service vérifier les niveaux d'huile, vérifier les niveaux d'eau, nettoyer effectivement les filtres, ce genre de choses. Ça, c'est des choses qu'on a identifiées qui sont plus liées aux opérations. Il y a des mesures qui ne pouvaient pas être assurées dans le cadre d'une exploitation SNCF pour des questions de règles métiers et au sein de SNCF, mais nous, ces éléments-là ont été identifiés. Aujourd'hui, ces rames, elles roulent, comme je le disais déjà, sur le réseau français. Elle roule en Roumanie également, sur lequel il y a un taux de disponibilité qui est relativement élevé. Actuellement, on a 2 rames en pleine propriété. On a signé un contrat pour acquérir 8 rames. C'est qu'on a fait un diagnostic des rames pour dimensionner en fait la rénovation de ces rames. Là, l'évaluation a été faite chez ACCM l'an dernier, mais pour pouvoir opérer effectivement l'intégralité du service qu'on envisage, à savoir les 2 allers-retours entre Bordeaux et Lyon, les 2 allers-retours entre Limoges et Lyon, eh bien, il nous faudra les 8 rames. On était parti sur 1 jour sur 2. Ensuite, on a eu des négociations avec SNCF Réseau où, en fait, on pourrait faire un aller-retour quotidien. Tout ça n'est pas encore complètement stabilisé parce qu'on est encore en discussion avec SNCF Réseau pour des questions de conflit de circulation avec des trains TER et des problématiques techniques, en fait, liées au plein.
Le créneau de nuit, on l'a envisagé tout au début, on ne l'envisage plus. Pour la simple et bonne raison, c'est que les lignes sont fermées la nuit. Aujourd'hui, SNCF Réseau n'envisage pas d'ouvrir les lignes la nuit. Donc la ligne est fermée la nuit parce qu'il n'y a pas d'agent, et elle est fermée le jour parce qu'elle est en travaux. On est en discussion, donc schématiquement, la transversale va passer par Limoges, Guéret, Montluçon. Il se trouve qu'entre Montluçon et Gannat, donc après Montluçon, pendant plusieurs semaines, en fait, la ligne va être coupée pour des questions de travaux. Ce qui démontre l'état aussi de vétusté du réseau de la ligne entre Guéret et Montluçon, etc. C'est qu'on roule à des vitesses qui sont quand même très faibles, contrairement à la Polt et contrairement à la ligne qui fait Vierzon à Lyon. Ils ont calé aujourd'hui des travaux en même temps entre Montluçon et après Montluçon, entre Montluçon et Commentry, et en même temps sur la ligne sur le parcours d'évitement. Donc ce qui fait que pendant certaines périodes de l'année, alors pour le coup c'est pas plusieurs semaines, mais c'est pendant quelques jours, vous n'avez tout simplement plus de connexion est-ouest. Donc ça fait partie des discussions qu'on a avec Réseau en ce moment, de dire ben non, attendez, décaler ces travaux à ce moment-là pour qu'au moins on ait un itinéraire alternatif, etc. Qu'on puisse construire en fait une offre de service qui soit lisible pour opérer le Bordeaux-Lyon en service frugal, donc juste l'aller-retour entre Bordeaux et Lyon, il nous faut 7 conducteurs. Donc de toute façon, il nous fallait embaucher des conducteurs supplémentaires. Des conducteurs sur le marché, il y en a, parce qu'il y en a déjà qui conduisent pour des opérateurs de fret. Il faut leur faire une formation complémentaire pour aller vers le voyageur. Après, oui, on aura besoin d'opérateurs au sol. Alors, on est en train de regarder pour la polyvalence, parce que par exemple, les opérateurs au sol, on en a besoin sur les opérations de manœuvre au terminus. C'est-à-dire, par exemple, quand il faut rejoindre le technicentre, la rampe en maintenance, on pourrait avoir besoin sur certains sites de personnel au sol. Lyon-Bordeaux, ça va être vraiment nos lignes pilotes. On a un groupe de sociétaires, d'une soixantaine de sociétaires qui ont réfléchi à des lignes qui pourraient présenter un intérêt pour ICOP. Il y a le Croisic-Bâle, Clermont-Strasbourg. Après, ces lignes-là, on les développera dans un deuxième temps. Une fois que Bordeaux-Lyon sera lancé, qu'on sera vraiment en vitesse de croisière, ben là, on va progressivement avancer sur d'autres lignes. La ville de Lyon et la métropole de Lyon sont sociétaires de RICOP. Les régions Vernon-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, on discute avec elles. Par exemple, elles ne sont pas sociétaires de RICOP, alors que la région Bourgogne-Franche-Comté, la région Grand Est est sociétaire de RICOP. La région Occitanie nous avait donné un accord de principe pour nous soutenir sur des garanties bancaires. On nous dit, bah ouais, mais de toute façon, la ligne, elle n'existe pas parce qu'en fait, elle n'a pas de marché, il n'y a pas de potentiel, elle va servir à rien, schématiquement. Vous allez être déficitaire. Et en fait, là-dessus, il y en a beaucoup qui s'appuient sur le rapport Duron, qui fait le constat qu'en 2012, la SNCF avait transporté entre 10 et 30 millions de voyageurs kilomètres. C'est le nombre de voyageurs multiplié par un kilomètre qui parcourt sur ces taxes. Et donc, qu'elle perdait quasiment 300 € par voyageur transporté. Et donc, le rapport concluait que l'offre de la SNCF, en fait, aujourd'hui est largement déficitaire et donc il faut l'arrêter. Et donc, il y en a plein qui nous disent, regardez, ce rapport montrait qu'il n'y avait pas de flux, qu'il n'y avait pas de trafic. Nous, on ne conteste pas du tout ce rapport. Et au contraire, ce rapport est hyper intéressant. Pourquoi ? Parce que oui, si on considère que les données sont fiables, en 2012, il y avait environ, on va dire, 30 millions de voyageurs kilomètres sur la ligne. Sauf que quand on regarde 20 ans plus tôt, sur les dernières données publiques de la SNCF, il y avait 340 millions de voyageurs kilomètres. Un volume de trafic qui était 10 fois supérieur. Alors on se dit, plusieurs raisons à ça. La première, c'est que la population du territoire a fortement diminué. Et quand on regarde le détail, non, ce n'est pas le cas. Il y a eu une stabilité de la population, voire, pour une métropole, une croissance assez forte de la population. Deuxième hypothèse, il n'y a pas de baisse de population, c'est que les gens se déplacent moins. Et c'est pareil, toutes les études de mobilité qui existent depuis 30 ans démontrent que les gens ne se déplacent pas moins, au contraire, ils se déplacent de plus en plus. Donc si la population est stable ou augmentée, si les gens ont continué à se déplacer, la raison, c'est qu'en fait, ils prennent moins ce train en particulier. Et donc là, on n'est pas sur une question de demande, c'est-à-dire que la demande, elle existe, mais c'est que l'offre ferroviaire en face ne répond pas à cette demande. Et donc, le rapport Duron, quand il dit en fait il faut arrêter la ligne en 2012, il ne dit pas on l'arrête parce qu'il n'y a pas de potentiel, il dit parce que l'offre telle qu'elle est là, elle ne permet pas de capter ce potentiel. Et c'est là où nous, ça nous conforme dans l'idée que notre étude de marché qu'on a faite, tout ça, elle est viable. L'étude de marché qu'on a faite, c'est une étude en fonction du temps, mais aussi du positionnement tarifaire. Et c'est clair que quand on fait varier le tarif, la fréquentation, elle va à la baisse. Il y a un positionnement de marché à avoir pour capter ce volume de trafic qui aujourd'hui a basculé intégralement sur la route. Aujourd'hui, entre Limoges et Lyon, par exemple, il n'y a aucun service. Vous êtes obligé de repasser par Paris. Nous, on va mettre 5h11 entre Limoges et Lyon. En passant par Paris, on est au mieux à 5h55 en changeant de gare. La grille tarifaire, on est parti sur un alignement en fait, justement avec les bus. On est à 5 centimes d'euros du kilomètre en tarif d'accès. C'est comme ça qu'on arrive à 38 €. On va sans doute recalculer parce que le prix de l'énergie a quand même
pas mal augmenté et que les prix des carburants, ça représente entre 10 et 15% de nos charges d'exploitation. En fait, aujourd'hui, dans notre étude de marché, ce qu'on a démontré, c'est qu'il y a plus de 85% de notre clientèle qui vient de la route. Quasiment presque 15%, ça vient du train, c'est-à-dire c'est des gens qui prenaient le train mais qui vont basculer vers la liaison directe. Et puis, il reste un pouillème de gens qui prenaient l'avion en route. Comme l'a souligné Nicolas Debézieux, après Lyon-Bordeaux, d'autres projets tout aussi ambitieux et utiles au dynamisme des territoires verront le jour. Nous revenons sur le plateau donc avec Monsieur Ranoux qui nous parlait du coup de la cérémonie. Pendant cette cérémonie, vous nous avez parlé pendant un discours de la commission citoyenne et électorale. Qu'est-ce que c'est? Alors oui, qu'est-ce que c'est? Alors la commission citoyenne, c'est des personnes qui sont intéressées par le budget participatif, qui sont porteurs d'un certain nombre d'abord de valeurs citoyennes, qui ont envie de les faire partager, de les faire vivre, et qui ont aussi une expérience dans ce domaine, un petit peu de l'animation, de la vie associative, du partage, etc., et des projets. Et cette commission citoyenne, elle est composée d'une vingtaine de personnes, bénévoles, vingtaine de personnes, qui participent à toute l'élaboration du processus sur l'année, donc avec des réunions de préparation. En même temps, on revoit un petit peu le règlement de l'année d'avant, voir s'il faut le faire évoluer, comment on peut faire évoluer un petit peu le cadre de ce budget participatif, et en même temps qui sélectionne les projets. C'est-à-dire que voilà, sur 400 ou 500 projets, il y en a 400, la majorité, mais qui sont vraiment dans l'intérêt général, qui sont dans le focus des orientations du département, qui correspondent aussi au portage avec une association, avec une commune, voilà, qui sont clairement identifiés dans une problématique d'intérêt général. Voilà. Et puis, dans cette commission citoyenne, il y a aussi une commission électorale, et c'est de cette commission que j'ai parlé. C'est-à-dire que là, elle doit effectivement participer au dépouillement. Alors, si vous venez sur cette journée de dépouillement, vous allez voir dans une salle, la salle Jean Lursa, au département, il y a une trentaine de personnes qui travaillent, donc qui épluchent les votes par Internet, qui épluchent les votes par bulletin de vote, voilà, et voilà, qui essayent de voir si tout est conforme, s'il n'y a pas eu trop de problèmes. L'année dernière, on avait eu quelques problèmes. C'est-à-dire, il y avait eu des lobbies, un peu de pression, qui avaient vraiment... On avait vu des votes un peu suspects avec des bulletins identiques, presque photocopiés, etc. Bon, on avait dû... bon, voilà. Mais là, aujourd'hui, il y a eu 400, je crois, 450 bulletins, oui, qui sont revenus, oui, 434 enveloppes, pardon, je reviens là-dessus, où il y avait effectivement... des choses qui pouvaient prêter. Alors, il y a eu quelques bulletins qui ont été annulés, quoi. Mais il n'y avait pas vraiment de fraude manifeste, mais c'est plus dans la forme que les choses ont dû être revues, et on a annulé un certain nombre et je crois qu'il n'y a qu'un seul vote qu'on a annulé, parce que là, franchement, on n'était pas sûr du tout du fait que ce vote soit clair. Alors, c'est vrai que c'est des urnes, il faut voter. L'urne, elle est en mairie, donc il faut voter en mairie. Quand on vote avec un bulletin, alors sur Internet, on peut voter aussi, mais donc avec la commission citoyenne envoie tous les packs de vote, avec les enveloppes, avec tout ce qu'il faut, donc les bulletins. Donc tout ça, il faut que ça soit conforme. Et donc on a vérifié toute cette conformité. Ma foi... moi, c'est ce que j'ai reconnu. Tout était 99% parfait. Donc, voilà. C'est ce travail de la commission électorale. Quel est l'avenir du budget participatif? Moi, je crois qu'il a un bel avenir. Il va falloir effectivement le renouveler, le faire évoluer. Je parlais de la temporalité, le démarrer plutôt en fin d'année pour pouvoir faire émerger les choses au printemps. Et voilà. Mais après, sur le fond, l'idée est bonne, quoi. Sur le fond, l'idée est bonne. Je crois qu'après, moi, ce qui serait intéressant, c'est peut-être, alors je le dis, ça c'est moi qui le dis, mais je suis l'élu référent, donc je pense que il faudrait avoir après un retour sur dans le temps.
c'est important ça de voir comment les choses évoluent autour de ça, qu'est-ce que ça génère. Ces petites graines-là qui ont été posées dans le département à l'échelle de toutes les communes, qu'est-ce qu'elles ont fait, qu'est-ce qu'elles ont porté comme fruits, comme initiative, etc. Moi, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Donc, c'est à la fois la dynamique du budget participatif, une dynamique démocratique, et comment cela résonne en termes de citoyenneté, en termes de population aussi, et aussi là-dessus, les générations de jeunes, hein, moi, les collégiens, les jeunes de moins de 18 ans qui participent, voir un petit peu comment ça prend forme sur notre territoire en termes de démocratie citoyenne, quoi. Est-ce que vous avez un mot pour la fin, pour clôturer cette émission? Ah ben, moi, je crois beaucoup à cette forme d'initiative, d'implication des citoyens dans la vie locale, de cette dynamique citoyenne qui fonde un petit peu tout le lien social et en même temps, là, sur nos territoires ruraux, en tout cas, un lien très fort entre les gens, entre les habitants, et puis parfois beaucoup d'initiatives innovantes, super intéressantes. Je trouve que la web télé, là, c'est une belle initiative parce que, bon, aujourd'hui, tout ce qui est média a un écho aussi de plus en plus important. En même temps, montrer les mécanismes aussi du fonctionnement un petit peu d'un outil média, voilà, comme une web télé, c'est intéressant. Ça permet de comprendre comment l'information se structure, comment l'information est validée, tout ce cheminement de l'information. Voilà, c'est ça qui... Mais moi, j'y crois beaucoup. Je suis très, très optimiste. Et puis, je crois qu'il faut être optimiste, hein. Voilà. Merci Jacques Ranoux. Merci à vous, surtout. C'est un grand moment pour moi, plaisir d'échange. C'était l'émission Focale pour la Web TV de Clip Clap. Je remercie Julien, Nicolas, Mathieu, Alizé pour la technique. Et on se dit à très bientôt. Ça allait? C'était génial. On n'y est pas tout de suite, c'est bien. Ok.